Alors, le programme aujourd'hui et la conférence, j'aurais pu l'appeler comme ça. J'aurais pu l'appeler les racines et les ailes de la performance commerciale et j'aurais pu la sous-titrer Pourquoi former vos commerciaux est la dernière des choses à faire. C'est un peu provoquant, mais c'est quelque chose, je pense, qui va se déplier progressivement dans la conférence et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout mon focus personnel de ma boîte et de cette conférence tourne autour de la performance commerciale, sachant que moi j'ai une croyance forte, c'est que la performance, c'est en fait une histoire de petits pas. Quand on regarde dans le sport, si on met la barre du sautoir en hauteur à 2,30 m, les gens ils refusent de sauter. Si on met la barre à 1,20 m, puis 1,25 m, puis 1,30 m, progressivement les gens vont s'améliorer et vont arriver à faire des choses plutôt extraordinaires. Donc voilà, il ne faut jamais désespérer et avec une méthode et des petits pas, on va avancer. Alors, on va se concentrer sur la performance du business au sens large parce qu'elle inclut la performance commerciale. Alors, c'est un sujet compliqué. Je vais faire une petite introduction. Je vais vous poser une question. Je n'ai pas fait d'enquête dans laquelle vous pourrez répondre, mais on va utiliser le chat de, de Zoom pour recueillir des informations. Puis je vous en poserai comme ça tout au long. Puis on regardera à la fin de la conférence les questions, les idées qui ont été partagées. Le but, c'est de vous apporter beaucoup d'informations, mais d'ouvrir aussi le débat. Alors, le problème de la performance, c'est un problème qui est relativement complexe. Il y a de multiples fils et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément sur quel fil tirer. C'est un peu le sac de nouilles. Et pour ce que j'en vois, notamment dans la performance commerciale, je trouve qu'on apporte souvent un pansement sur les jambes de bois. On va former les commerciaux à poser des questions, on va former les commerciaux à répondre aux objections, on va leur donner des petits outils techniques, mais on s'attaque rarement aux choses fondamentales. Et pour moi, je pense qu'il est fondamental, c'est de s'intéresser aux racines du mal. C'est pour ça que dans les petits teasers que j'ai pu faire sur cette conférence, j'insistais sur le sujet en disant allons aux racines du mal parce que sinon, ça ne sert à pas grand-chose. Même si c'est nécessaire, ce n'est pas forcément suffisant. Et bizarrement, pour aller aux racines du mal, eh bien, il faut prendre pas mal de hauteur. Il faut regarder l'entreprise dans sa globalité et il faut changer de perspective. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des choses, regarder des choses auxquelles on ne pensait pas forcément directement. Alors, il y a beaucoup de gens qui, dans le sujet de la performance commerciale, donnent un petit outil, donnent une petite recette, donnent un petit truc qui sont utiles en soi. La difficulté quand on a une pièce du puzzle, c'est que, un, elle n'adresse pas forcément la totalité du problème, et deux, elle ne s'accorde pas forcément avec les autres pièces du puzzle qu'on a récupérées d'autres endroits. Alors là, l'ambition aujourd'hui, c'est vraiment de regarder le puzzle dans sa globalité. On ne va pas le résoudre, le puzzle, mais on va au moins l'appréhender pour avoir une vision globale. Donc, je vais faire un warning préalable et une petite mise en garde. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Cette présentation, elle est relativement dense. Donc, vous allez avoir l'impression de boire peut-être à la bouche d'incendie parce que vous allez être assailli d'informations et c'est volontaire pour deux raisons. La première, c'est que cette masterclass, elle est enregistrée. Donc, pour les membres de la CPME, en tout cas du Rhône, ils auront l'occasion de la revoir à la demande. Donc, ça vous permettra de repasser peut-être au ralenti sur des choses sur lesquelles je suis allé très vite. Et puis, je l'aurai également et je pourrai la donner aux autres. Et puis, deuxièmement, c'est pour moi le seul moyen d'avoir une vision complète et on va, pour faciliter les choses, les structurer. Donc, cette complexité et ce nombre d'informations importants, je vais, pour le rendre digérable, le structurer afin de vous donner cette vue, mais du haut de la montagne, là, sur tous les problèmes qui se posent quand on veut attaquer la performance commerciale et surtout, au-delà de comprendre les problèmes, d'avoir cette vision systémique, vous donner l'envie d'aller gratter un peu ailleurs. Vous donner l'envie d'aller gratter un peu ailleurs que simplement dire il faut que tactiquement je rentre mes commerciaux meilleurs. Vous donner l'envie de comprendre, de découvrir, de tester des nouveaux concepts autour de sujets qui ne sont pas directement liés en première analyse au commerce. Alors c'est vrai que l'ambition elle est grande. L'ambition elle est grande en une heure de conférence et je vais essayer de ne pas parler une heure, je vais essayer de parler simplement pendant 45 minutes pour nous laisser le temps derrière pendant une demi-heure, 20 minutes de débattre, de discuter, d'échanger. Et moi, j'ai appris quand j'étais gosse que la bonne façon de manger un éléphant,
c'est de manger une bouchée à la fois. Donc, c'est vrai qu'on va déconstruire les choses de façon très, très progressive et ça devrait être finalement assez digeste. Donc, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Ce que je veux, c'est vous dire que vous pouvez poser vos questions et vos feedbacks dans le chat. Utilisez le chat au maximum. Et j'ai une première question à vous poser qu'on dépilera. C'est la suivante. Pour vous, quelle est la cause principale, n'utilisons qu'une et qu'un seul mot, d'une mauvaise performance commerciale? Qu'est-ce que vous pensez que c'est la cause principale d'une mauvaise performance commerciale? Et puis, je vous donnerai ensuite ma vision des choses. Donc, vous pouvez chatter dans le… Alors, je vois que le chat se remplit. Mauvaise préparation, mauvaise technique, mauvaise discipline, la peur d'échouer, le manque de focus, pas de vision globale, mauvaise connaissance des besoins du client. Tout ça est vrai. Bonjour tout le monde. Non, ça c'était tout au début. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le manque de connaissance de son marché, discours trop complexe, etc. Excellent. Donc, c'est vrai. Alors, moi, je vais vous donner ma vision des choses et on va déconstruire petit à petit pour rendre simple des choses qui sont, comme je l'expliquais en introduction, des choses qui sont plutôt complexes. Si je prends l'entreprise dans sa globalité, elle ressemble à ça. Il y a un certain nombre de blocs et quand on appelle au secours, souvent au niveau commercial, et quand on dit mes commerciaux ne font pas le boulot, mes commerciaux ne savent pas closer, mes commerciaux n'ont pas de résultats, on s'attaque à cette première brique, ce qu'on appelle les ventes, les ventes et l'avant-vente. Et on vient là donner de la formation commerciale très, très technique, très tactique, ce qui, encore une fois, est nécessaire. Ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais je considère que c'est la dernière des choses à faire, parce que si on gratte un peu, on s'aperçoit que si les ventes ne sont pas performantes, c'est souvent qu'en fait, le marketing opérationnel, le trade marketing n'est pas performant. On n'a pas généré le nombre de leads suffisant, on ne s'est pas forcément adressé au bon marché, on n'a pas forcément le bon message, on n'a pas construit les bons outils aux ventes. Et si on gratte ce côté de lead generation, de marketing, on s'aperçoit que c'est parce que le marketing produit, le product management n'a pas non plus bien fait son travail. Il n'a pas forcément bien analysé le marché, il n'a pas forcément bien positionné les produits, il n'a pas forcément compris la compétition. Il n'a pas mis en perspective les avantages compétitifs. Il n'a pas fourni au marketing opérationnel les informations clés pour pouvoir adresser le marché. Et si on continue de gratter, on s'aperçoit qu'en fait, le problème est parfois plus grave que ça. C'est au niveau de l'entreprise, dans sa globalité, au niveau de son positionnement, de sa vision stratégique, de son message, que les choses ne sont pas claires. Et combien de fois j'ai vu dans des entreprises où les gens n'ont aucune idée de la vision de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, et ce n'est pas du tout partagé, et donc chacun va un petit peu dans son coin. Alors, il y a deux corollaires qui viennent aggraver le problème. Le premier corollaire, c'est que parfois l'organisation, les modes de management viennent ajouter de la confusion. Même si j'ai une équipe commerciale, marketing, product management, une stratégie claire, il se trouve que le mode de management, s'il n'est pas non plus, lui, sain, s'il n'y a pas les bonnes pratiques, ça peut réduire à néant tous les efforts. Et puis, il y a un deuxième corollaire, c'est que si on n'a pas non plus les outils qui permettent de collaborer, qui permettent de travailler, et on l'a vu avec le Covid, la Covid, si on n'a pas les bons outils, eh bien, même si on a les bonnes personnes, les bonnes équipes, eh bien, ça ne va pas forcément faciliter les choses. Donc, vous voyez que le problème, il est d'une grande complexité et que la performance commerciale, ce n'est pas simplement de dire diable, mes commerciaux ne savent pas poser de questions, ils ne savent pas répondre aux objections. C'est bien plus complexe que ça. Quand on parle de performance du business, pour moi, il y a trois niveaux. Il y a évidemment la vente, tout en haut du dessin, à droite, c'est le dernier étage de la fusée. Mais en dessous des ventes, il y a le marketing, c'est le deuxième étage de la fusée. Et en fait, fondamentalement, il y a ce que j'appelle les fondations qui sont les bases du marketing stratégique. Et c'est assez logique, en fait. Je lance ma boîte, je conquiers mon marché, et puis derrière, je vais chercher des clients. Tout ça avec un objectif clair, c'est d'atteindre le haut de cette pyramide, et on va voir tous les étages qui sont en dessous de cette pyramide, c'est d'avoir un business qui soit stable, qui soit pérenne, qui soit rentable, qui soit durable, qui marche, j'allais dire, en mode et en pilote automatique, et que la seule chose à faire pour croître, ça va être de mettre plus de fuel dans le moteur, c'est-à-dire de mettre plus de commerciaux sur la route, de trouver plus de partenaires, d'ouvrir plus de filiales ou d'agences, mais tout le reste est stable. On va voir que le reste, il est loin d'être stable.
Alors, comme je le disais, moi, à qui je m'adresse essentiellement au bas du marché, donc aux sociétés de moins de 500 personnes. Pourquoi? Parce que les sociétés qui sont au-dessus, je les connais, j'en viens, j'y ai travaillé. Je pense que elles ont ce qu'il faut, même si elles auraient besoin d'un peu d'aide également. Mais j'ai envie, c'est de prendre tout ce que j'ai pu apprendre et puis de le donner à tous ces gens qui sont dans des petits, des PME, des TPE, parce que les grands groupes, ils ont les moyens. Vous prenez les formations et le genre de contenu que je vous propose aujourd'hui, quand on les propose dans des grands groupes, c'est 800 € la journée par personne de formation. 800 € par journée et par personne. Et moi, ça me paraît assez délirant face au tissu français de PME, de TPE qui fait vivre le pays, qui doit profiter de ce savoir. Ben, voilà, moi, ma vision et ma mission, c'est de mettre ça dans les mains du plus grand nombre de personnes. Alors, ne perdons pas de temps. Allons à ces ventes, le dernier étage de la fusée, que ce soit des ventes simples, que ce soit des ventes par Internet ou que ce soit des ventes complexes. Moi, je suis plutôt B2B. À qui ça s'adresse? Donc, ça s'adresse en fait à ceux qui sont juste en dessous de l'état parfait. Ça s'adresse aux gens qui ont bien mis en place une organisation, qui sont dans un mode industriel et qui sont dans un cycle d'amélioration. Ce cycle d'amélioration, il tient au processus commercial, il tient à améliorer la performance et notamment à faire en sorte d'optimiser le win ratio. Et c'est là où on voit toutes ces techniques qui permettent de passer de la chance au code de la réussite commerciale, c'est-à-dire de passer de la science à la science, parce que la vente, ça s'apprend. Donc, moi, je le décompose de façon très simple en 3 étapes et on va les voir: qualifier, développer et conclure. Et c'est vrai qu'on est en France et qu'en France, il y a une façon de voir les commerciaux qui est un peu spéciale. Quand j'étais aux États-Unis, les commerciaux, c'était les seigneurs de la guerre. C'était les gens qui avaient tous les pouvoirs dans l'entreprise, qui étaient valorisés. Je suis revenu en France, les commerciaux, je ne vais pas dire qu'on leur crachait dessus, mais pas loin. On considérait que c'était grosso modo des menteurs. On considérait qu'ils avaient la grosse tête, qu'ils se prenaient pour les super-héros de l'entreprise et ils étaient méprisés par une bonne partie des gens qui considèrent qu'ils gagnaient trop d'argent. Il y a dans le tas un certain nombre de vendeurs qui sont là, on ne sait pas pourquoi, mais le gros problème des commerciaux, souvent, globalement, commerciaux, direction commerciale, c'est que les objectifs ne sont pas clairs. Les objectifs ne sont pas clairs. Quand l'objectif n'est pas clair, eh bien, on n'a pas de stratégie. Et quand on n'a pas de stratégie, on n'arrive nulle part. Donc, pour moi, c'est important. Et c'est amplifié par le fait que le commercial, par nature, il a plutôt tendance à travailler seul. Il n'a pas forcément tendance à partager. Et il a du mal, quand on demande à un commercial de nous expliquer une affaire, il en parle pendant 2 heures et au final, vous n'avez rien compris. Le commercial, il compte quand même sur sa chance. Et pour avoir géré des portefeuilles commerciaux pendant longtemps, c'est vrai qu'on voit quand même finalement pas mal de projets qui dérivent. Ce n'est pas mon ami Marc Boulon qui va me déjuger. On voit les mêmes affaires qui restent dans les pipes commerciaux de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année fiscale en année fiscale. Ce sont toujours les mêmes affaires. Et au final, tout le monde est frustré, tout le monde gueule, tout le monde est énervé. Et quand on demande au commercial et qu'on le met un peu dans le corner, il dit: ah, bah, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Effectivement, c'est pas toujours de sa faute. Et en fait, il y a 3 raisons principales pour lesquelles un commercial ou une entreprise, parce que je ne veux pas accuser le commercial par lui-même, rate des affaires. La première des raisons, c'est que l'entreprise, le commercial, ne s'adresse pas aux bons clients, tout simplement. Je ne m'adresse pas aux bons clients, donc je vais chercher des gens qui n'ont pas un besoin urgent et critique. Et comme disait mon boss au début de ma carrière, no pain, no deal. S'il n'y a pas un mal de tête, il n'y a aucune raison de prendre un aspirine. Deuxième raison, et je fais référence là à l'excellente conférence de Questio il y a quelques jours, les gens vont chercher des clients qui sont loin de leur client idéal. Alors, regardez, ils ne savent même pas ce que c'est que le client idéal, on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que si mon client est loin du cœur de ma cible, de l'archétype même du client que je cherche à signer et à conquérir, eh ben, le chemin il va être long et difficile. Et puis, troisième raison, ben, les avantages compétitifs que j'ai, moi je les vois, mais le client ne les voit pas. Et tout ce qui compte en marketing, c'est qu'ils soient vus par le client. Les avantages compétitifs n'ont de réalité que dans les yeux du client. Deuxièmement, je m'adresse aux bons clients, mais je ne m'adresse pas aux bonnes personnes chez ce client. C'est-à-dire, je m'adresse à des gens qui ne sont pas prêts à acheter, pour une raison ou pour une autre, dans leur cycle de vie chez le client. Des gens qui n'ont pas intérêt à vous confier l'affaire à vous, mais plutôt à vos concurrents, ou des gens qui ne sont tout simplement pas décideurs. Et je peux m'adresser aux bons clients et aux bonnes personnes, puis pas faire le bon job, faut quand même le dire, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce qui se passe en termes de dynamique de vente, ne pas avoir de connaissance de mes compétiteurs, et ça, c'est quand même une grosse lacune. Souvent, on ne connaît pas ses compétiteurs, on pense qu'ils ne savent pas faire certaines choses alors qu'ils le font très bien. Et puis, de ne pas avoir de méthode et de croire, encore une fois, plus à l'intuition et à la chance pour réussir. Alors, la première des choses à faire, c'est d'analyser les choses.
Et c'est vrai que pour analyser les choses, moi, je crois beaucoup aux outils, au CRM, on en reparlera rapidement. Il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre et analyser combien je mets d'affaires en haut, il y a combien d'affaires qui sortent en bas. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire du rétro-engineering. Ça va me permettre, en sachant ce que je cherche à 1 euro, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'injecte en 3 étapes. Hein. Je qualifie, je développe, je close. J'ai vu des processus commerciaux où il y avait 12 étapes. Mais qu'est-ce qui différencie l'étape 5 de l'étape 6, l'étape 7 de l'étape 8? On n'en sait rien. On complexifie à l'extrême. Moi, je cherche à avoir des choses très simples. Et ces étapes, on peut les décrire rapidement. Je qualifie les fondamentaux, le fait qu'il y ait un vrai problème, le fait qu'il y ait des acteurs, au moins les identifier, l'objectif du projet, l'existence d'un budget, et puis les exigences fonctionnelles et techniques pour être sûr que je sais répondre à la question. Deuxièmement, je développe, c'est-à-dire là, je vais commencer à creuser un peu profond, à comprendre les acteurs, à comprendre les processus de décision, à comprendre les critères de décision, à comprendre mes concurrents. Et puis je close. Et bien là, quand je close, je mets les choses sur les rails dans la phase finale pour préparer la négociation. Et à chaque étape, en fait, il existe des modèles, il existe des templates, il existe des petits outils qui sont très instrumentaux et qui vont permettre d'avancer fort. Alors, face à toute cette complexité, j'aime bien poser une question aux gens en disant mais comment on peut signer plus d'affaires? On ne va pas le faire ici, mais je le fais généralement dans un cours que je donne à l'EM et j'ai 30 idées. Quoi. On me dit ouais, on peut signer plus d'affaires en faisant ci, en faisant ça. En fait, ces 30 idées, il n'y a pas de S à 30, ces 30 idées, elles sont réductibles à quatre choses. Il n'y a que 4 façons de faire plus de business, pas 5, 4. Et c'est important de les connaître. La première façon, dans la mesure où on a analysé son pipe, c'est simplement de générer plus de leads. Si je mets plus d'affaires en haut de mon pipe, il va en sortir plus en bas. Si quand j'en mets 10, j'en signe une, si j'en mets 20, il en sort 2. Donc, le fait de générer plus de leads, plus d'opportunités, ce qui veut dire de mieux connaître mon marché, de mieux communiquer, d'avoir un message plus pertinent, d'être plus actif, de faire plus d'actions, ça va améliorer les choses. La deuxième façon de faire plus de business, c'est d'aller chercher des opportunités plus grosses. Si j'ai les mêmes ratios de conversion et le même nombre d'affaires dans mon pipe, si au lieu de mettre des affaires à 50 000 euros, je mets des affaires à 500 000 euros, eh bien, je vais faire plus de business. Et ce n'est pas plus difficile de signer des grosses affaires que des petites, ça prend autant de temps, ce qui veut dire aller chercher des affaires dans les grands comptes, globaliser le business, avoir une offre qui me permette aussi de monter en gamme. Il y a toute une réflexion qui ne concerne pas que les ventes, là encore une fois. Troisième façon, c'est de raccourcir le cycle de vente, c'est-à-dire de mettre du tempo, d'aller rapidement aux décideurs, de laisser tomber les affaires qui sont perdues d'avance. Donc, si au lieu de signer en 9 mois, je signe en 6 mois, eh bien, je vais gagner 30% de mon pipe parce que tout ça va s'accélérer. Et puis, je vais aussi faire plus de business si j'améliore mon win ratio. Si au lieu de transformer une affaire sur cash, je transforme une affaire sur 3, eh bien, je vais faire plus de business. Et ça, c'est les 4 choses sur lesquelles il faut travailler. Plus d'opportunités, plus grosses, traiter plus vite et avec un taux de conversion qui soit meilleur. Et ce n'est pas simple, il n'y a que 4 raisons, mais il y a de multiples façons de les traiter et de les adresser. Donc, si on dépile un peu et rapidement, je vais vous présenter quelques petits outils. Le but n'est pas de s'attarder, donc soyez pas frustrés, on ne va pas les regarder en détail, c'est un peu des clins d'œil. Pour mieux qualifier, petit outil tout bête que j'ai utilisé dans ma carrière, le BANT. C'est se dire, avant de se lancer, avant de mettre des ressources sur une affaire, avant d'engager mon entreprise, est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a bien une autorité, quelqu'un qui porte le projet au niveau de décision, que ce soit le comité de direction, la tête du département? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin avéré, critique, au sens de ils vont être obligés de prendre une décision parce que s'ils ne prennent pas de décision, le ciel va leur tomber sur la tête. Parce que s'ils ne prennent pas de décision, qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de business. L'élastique n'est pas tendu. Et est-ce qu'il y a bien un planning de prévu? Est-ce que ce planning, ce n'est pas dans 5 ans, c'est bien dans l'année ou dans les 18 mois qui viennent? Deuxième chose dans la phase de qualification, raison, c'est parce que, et je le dis aux commerciaux, il faut plus s'écouter que parler. On a 2 oreilles, donc il faut écouter aux 2 tiers du temps et il faut parler pour 1 tiers du temps. Et pas parler pour parler pour d'abord poser des questions. 2 tiers du temps, c'est poser des questions pour comprendre son client. Encore une fois, je suis dans la phase de qualification. Et dans 1 tiers du temps seulement, je vais affirmer des choses. Et les questions, je ne vous fais pas l'affront de vous parler des questions ouvertes, des questions fermées. Quand j'affirme des choses, 2 tiers du temps, je reformule ce que le client m'a dit pour m'assurer que j'ai bien compris, pour le mettre, développer de l'empathie avec lui. Et il n'y a qu'1 tiers du temps où je vais parler de mes services, de mes produits, de mon entreprise. Je suis dans une phase amont.
Ce qui fait qu'au final, ça fait 3,7% du temps. 3,7% du temps à parler de moi, de mon entreprise, de mes solutions. Tout le reste, c'est écouter le client pour comprendre. Une fois que j'ai compris, je passe dans la deuxième phase, je développe les ventes. Et développer les ventes, c'est comprendre l'équation de valeur. C'est comprendre qu'une vente, c'est une proposition de transformation. Ce n'est pas par hasard si j'ai appelé ma boîte transformation. On se transforme en permanence. Quand je vends quelque chose à quelqu'un, je vais lui proposer de transformer sa façon de travailler, ses process, ses méthodes, son organisation, sachant qu'il y a cette balance. D'un côté, il a un problème avec une intensité. Ce problème lui cause des difficultés, des conséquences qui sont plus ou moins gênantes, plus ou moins coûteuses. Puis de l'autre côté, il a votre solution qui a un prix, mais qui va demander aussi un effort pour se l'approprier, pour se former, pour changer, et puis qui peut poser un certain nombre de risques, et notamment des risques si vous êtes petit, si vous êtes fragile, si voilà, il y a toute cette équation et la décision d'achat va se faire si le plateau de la balance penche plus du côté du problème, de la difficulté, de l'insatisfaction, des conséquences graves qu'autrement. Et si le risque perçu en travaillant avec vous, si le changement que vous demandez d'opérer est trop fort, changement de pratique, changement de logiciel, changement, et on sait la résistance au changement, elle est importante dans les entreprises, eh bien la décision d'achat, elle ne se fera pas. Alors là, il y a un certain nombre de techniques dans le développement dont on a parlé. Je vous réfère aussi à l'excellente conférence de Booster Academy qui a été faite par Sophie récemment, où elle détaillait beaucoup plus que je le fais le squelette dans l'entretien de développement, où je vais toujours introduire les choses, je vais toujours poser des questions pour clarifier, pour comprendre, démontrer mon produit, les avantages, les bénéfices, et engager à l'étape d'après. Il y a une méthode de vente qui est bien connue, je l'ai eu en formation au tout début de ma carrière, c'est le spin selling. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous réfère au livre. C'est tout simplement une structure que les hommes politiques utilisent beaucoup. Je suis un homme politique, on va dire, voilà, je vais vous décrire la situation. Le chômage en France est galopant. Donc le problème, c'est que les ménages aujourd'hui sont dans des situations précaires. Les entreprises souffrent et ne trouvent pas forcément les compétences. L'implication de tout ça, c'est que la France perd des parts de marché, c'est que ça coûte cher à l'État, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire face. Donc le besoin, c'est de reconsidérer la façon dont on est organisé, c'est de changer le coût du travail, et ça va permettre de relancer la machine. Le spin est une façon simple pour des ventes simples qui marchent très bien, sachant que on est face à des individus, on est face à des personnes. Chaque personne a aussi son caractère, et donc en fonction des besoins, il y a le fameux son casse. Si les gens qui sont en face de moi, avec qui j'interfère, recherchent plus la sécurité ou l'innovation ou l'argent, la sympathie, le confort, etc., eh bien, je vais adapter mon discours, mes arguments, etc. Alors ça marche bien pour des ventes simples, et beaucoup de formations commerciales en restent là. Et c'est vrai qu'il y a un marché énorme de la formation commerciale sur ces fondamentaux, ces basiques qui sont nécessaires, mais pas suffisants. Parce que dès que la vente devient complexe, on perd pied. Et c'est quoi une vente complexe? C'est une vente dans laquelle il y a un grand nombre d'interlocuteurs qui doivent donner leur avis avant de prendre la décision. Et la plupart des ventes, la plupart des cours de vente, de formation, on est dans la tactique, on est dans les outils, les armes qu'on donne aux soldats, qui vont me servir dans le face-à-face, qui vont me servir à mieux répondre aux objections, qui vont me servir à mieux argumenter. Mais ce qui est intéressant pour vraiment faire la différence en termes de business, c'est l'art du général. Ce n'est pas simplement gagner la bataille, c'est gagner la guerre. C'est avant la bataille de regarder la fameuse carte de mon papa et de savoir où est-ce que je vais mettre mes forces. Où est mon ennemi? Où sont les endroits stratégiques sur lesquels je dois me positionner? Et ça se fait assez simplement, hein. Il faut avoir un objectif extrêmement clair, donc toujours savoir de quel point je pars et vers quel point je vais arriver. Il faut analyser sa position sous tous les angles en termes de force, de faiblesse. Et puis, il faut choisir, réfléchir, et c'est intéressant de le faire collectivement sous forme d'intelligence collective, de petits workshops, à quel est mon meilleur coup? Quel est mon meilleur coup d'après? Et au centre de tout ça, contrairement au spin selling qui est un peu automatique, il y a la relation. Parce que ça va demander un investissement dans l'humain pour comprendre des choses fines. Et les choses fines, on ne va pas les voir. C'est un cours de 2 jours que je donne à l'EM notamment. C'est la vente complexe. Il va falloir comprendre plein de choses. Qui sont les acteurs de la vente? Quelles sont leurs motivations, leur rôle, leur perception de la réalité? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Comment ils m'évaluent par rapport à la compétition? Quelles sont mes alternatives? Choisir la meilleure. C'est relativement complexe, mais c'est d'une puissance dingue si on veut améliorer son win ratio. Et au final, ça tient sur une petite page qui va permettre, quand on la regarde tous ensemble, en équipe, parce qu'on partage le même vocabulaire, les mêmes concepts, de prendre la meilleure décision.
Et on en arrive à la troisième phase, si on veut améliorer les choses commercialement. Je suis toujours dans la phase tout en haut, hein, les ventes. C'est la conclusion. La conclusion, ce n'est pas simplement poser des questions alternatives en disant vous en voulez 3, vous en voulez 5, monsieur le client. C'est l'art de la négociation. C'est ça qui va faire la différence. Et la négociation, la première chose à faire, c'est l'art de l'épée, l'évaluation. Évaluer, est-ce que c'est le bon moment pour négocier? Est-ce que c'est le bon moment pour négocier? Parce que souvent, et je l'ai vu avec mes équipes commerciales, ils commencent à négocier trop tôt. Ils commencent à lâcher des choses trop tôt. Il y a un moment où il est opportun de négocier, mais pas avant. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut se préparer. La négociation, c'est aussi l'art de la préparation, c'est-à-dire savoir précisément qu'est-ce qu'on veut accomplir, analyser la situation, savoir sous quel angle et quelle action on veut réaliser. C'est bien réfléchir aux personnes avec qui on va négocier, savoir qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs. Ils ont des sources de pouvoir. Si les gens qui sont en face de vous ont du temps, par exemple, ils ont un pouvoir énorme. S'ils ont des alternatives en termes de fournisseurs, ils ont un pouvoir énorme. Donc, il existe des listes qui permettent d'analyser, de mesurer le pouvoir que l'on assoit, le pouvoir que les autres ont, les positions qu'ils cherchent à défendre. Et l'idée de la bonne négociation, c'est de quitter ces positions pour négocier sur les intérêts. Puis un certain nombre de petits outils, encore une fois, des cartes, des matrices, pardon, qui permettent de se préparer pour préciser mon objectif, pour préciser ce que je suis prêt à lâcher, pour préciser ce que je cherche à obtenir en compensation, parce qu'on ne râle jamais gratis. Je lâche quelque chose, mais je le donne en échange d'eux. Et puis le fameux BATNA, l'alternative à une négociation qui avorte. Et puis ensuite, je rentre dans l'action. Une fois que je me suis bien préparé, que je connais parfaitement mon sujet, eh bien j'y vais en gardant cet objectif en tête, que je ne cherche pas simplement à gagner cette affaire, je cherche à créer une relation qui soit durable dans le temps avec ce client. Les règles d'or, là aussi, il y a un certain nombre de règles d'or, j'en donne deux. Le fait de commencer toujours le plus haut possible et le fait de reculer à petits pas et de plus en plus à petits pas quand on négocie. Et puis, des techniques pour se sortir de certains pièges et de certaines situations. Donc voilà, on a vu le premier niveau, hein, simplement le premier niveau. C'est pour ça que je vous disais, je vous en donne beaucoup. Qualifier, développer et conclure. Et je vais vous laisser l'opportunité de réagir, de poser des questions éventuelles que je prendrai à la fin, de commenter, de dire ce que vous en pensez dans le chat. Parce que le chat est là, il vous sourit, il est poilu, et c'est l'opportunité de prendre date au moins. Et on passera en revue à la fin, dans la demi-heure qu'on consacrera à échanger ces questions. Donc, prenez le temps, si vous avez une remarque, mettez qu'un mot-clé pour vous souvenir d'un truc qui vous a interpellé, d'un truc que vous voudriez clarifier ou de quelque chose que vous voudriez compléter ou contester. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas la vérité absolue, hein, une fois encore. C'est simplement ma vision des choses. Alors, on a vu le haut du panier. Maintenant, on descend d'un étage. On descend d'un étage et on s'intéresse au marketing parce qu'il n'y a pas de vente sans marketing, il n'y a pas de vente sans génération de leads. Et ce marketing, cette conquête du marché, à qui ça s'adresse? J'aime bien toujours décomposer. On passe à l'étage d'en dessous de la pyramide. Ça s'adresse aux gens qui sont en mode pré-industriel, aux gens qui ont des revenus, mais pas des revenus très réguliers. Il y a des hauts, il y a des bas, ça marche pas. Et ce qu'ils doivent faire, et ce qui est supposé être fait, c'est de l'inbound marketing. C'est de générer du lead, c'est-à-dire de faire de la promotion de sa marque, de son produit, de sa valeur ajoutée et de sa présence, être là, lancer des initiatives et en mesurer le ROI. L'idée là, c'est de passer d'un filet de prospects qu'on récupère de temps en temps à un vrai flot de prospects régulier. Et ça se fait en 3 phases. Je vais attirer les gens, et là, moi, je suis plus dans une logique de pêche que de chasse. Je ne vais pas courir après les gens, je vais plutôt les appâter, pas au sens de pêche au chalut, de pêche à la mouche, de pêche au cou. Je vais mettre quelque chose qui va les attirer, qui va les interpeller, qui va les intéresser. Je vais développer de l'intimité avec eux, je vais engager la conversation pour finalement convertir des prospects froids en prospects chauds. Et quand on fait ça, on crée ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, attirer, c'est se faire connaître. Engager, c'est se faire reconnaître pour son expertise, son savoir-faire, et convertir, eh bien, c'est inspirer la confiance pour pouvoir passer à l'action. Et ce tunnel de vente qui est très simple, comme je le présente en bas, vous, votre expertise, votre offre, si on le décompose, il est un petit peu plus complexe. Alors, on reviendra aux fondations qui sont sur la gauche, mais il y a les sources de trafic, que ce soit du trafic physique, hein, les gens qui passent devant votre magasin, devant votre salle de sport, devant votre boulangerie, si vous êtes dans le physique, ou le trafic Internet. Et puis, vous avez ces témoins prospects. Derrière, une fois que les gens sont attirés, vous allez amplifier, affirmer votre autorité pour les convertir. Et il y a un tas de moyens pour faire ça, des emails, des publicités, des conversations, des webinaires, voire des courriers postaux.
Alors, on va décomposer là aussi rapidement pour donner un petit exemple de ce que ça veut dire. Attirer, c'est ça, c'est l'aimant à prospect. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aimant à prospect possible pour illustrer? Ben, dans le monde virtuel, dans le monde dans lequel on est, si on regarde l'attrait, les choses qui ont un attrait élevé et qui sont faciles à consommer, eh bien, le fait de donner des petits modèles, des checklists, et regardez, vous allez sur LinkedIn, vous voyez les 3 techniques pour, les cinq méthodes afin de, les 10 règles d'où, les 15 outils pour. On est beaucoup dans ce genre de choses pour attirer les gens. Mais si je suis dans le physique, je vais peut-être proposer des mini pains au chocolat pour donner envie aux gens d'acheter des vrais pains au chocolat. Si je suis un restaurateur, je vais peut-être faire une porte ouverte et offrir un petit apéro dînatoire pour donner envie aux gens de venir manger à ma table et de goûter mon menu. Il y a des choses. Alors, le taux de conversion est très élevé sur ces petits outils, ces petits pense-bêtes. La qualité n'est pas toujours là. En revanche, quand on fait des vidéos, quand on fait des webinaires, quand on fait des masterclass, eh c'est vrai que là, c'est plus demanding, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Le taux de conversion est peut-être un peu moins élevé, mais la qualité souvent est meilleure. Alors, quand on passe à la deuxième phase, engager, je vais être là-bas, par exemple, il ne faut pas oublier que l'email est sans doute encore aujourd'hui le meilleur moyen de garder le contact avec ses clients. Il y a 5 façons de faire un bon email. C'est la règle des 5 P. De quoi je vais parler à mes clients? Eh bien, je peux leur parler du problème qu'ils ont. Je vais leur parler du problème qu'ils ont pour montrer que je les connais, pour créer de l'empathie avec eux. Donc ça, c'est un premier axe pour créer des campagnes d'emailing. Je parle des problèmes. Deuxièmement, je peux parler des solutions, leur faire une promesse, leur expliquer que la cause n'est pas perdue et les soulager, parce que chaque fois, je cherche à les faire réfléchir et je cherche à les faire ressentir quelque chose. Je m'adresse à la fois au cerveau, je m'adresse à la fois au cœur. Je peux enfin leur donner des preuves que ce problème a des solutions et le faire parler des clients satisfaits, donner des références, des témoignages, pour leur donner confiance, pour apporter ces preuves sociales dont on a tant besoin. Et on le voit sur les sites Internet, il y a toujours les testimonials en bonne place. Je peux leur donner la parole pour mieux les comprendre, pour mieux les écouter, pour leur faire comprendre et ressentir que leur avis compte, que je ne suis pas tout seul dans mon coin à décider de tout. Et puis, je peux essayer d'accélérer le cycle de vente en faisant des promotions, en mettant une notion d'urgence, en mettant une notion de rareté, en mettant une notion d'affaires à ne pas rater. Et toutes ces choses, elles sont faites au final, après les avoir fait réfléchir, les avoir fait ressentir, pour les faire agir en leur disant, voilà, poussez la porte, cliquez là, téléphonez là, prenez rendez-vous dans mon calendrier en ligne pour les faire passer à l'action. Troisième chose, convertir. Convertir, on est là, par exemple, ça peut être dans un rendez-vous de face à face, ça peut être dans un rendez-vous téléphonique. Et on revient là aussi à des outils, parce que c'est les fondamentaux que je trouve qui sont intéressants, il ne faut pas les perdre de vue. Ça ressemble un peu au spin de tout à l'heure. J'introduis, je crée une relation, je définis un agenda, je diagnostique pour comprendre la situation, le problème, les objectifs de la personne, jusqu'où il veut aller, l'écart entre où je suis, où je veux aller, qualifier le mal qu'il peut avoir, le mal de tête qu'il peut avoir, les difficultés qu'il a et pourquoi il n'a pas résolu ce problème jusqu'à présent. Et derrière, j'enchaîne sur le principe de solution, je réponds aux objections et puis j'essaie de l'engager pour passer à la phase suivante. Alors, quand on est en ligne, je ne parle pas du monde physique, il y a un tas de petits outils gratuits et sympas disponibles. J'en ai fait une liste, je vous encourage à faire une copie d'écran. C'est des petits outils, je ne les utilise pas tous, j'en utilise un certain nombre. Je vais souligner par exemple si vous cherchez des icônes, il y a un endroit où si vous voulez faire des landing pages, des pages d'accueil, moi j'utilise ClickFunnels, c'est vraiment des outils puissants. Si vous cherchez à faire des petits sites internet gratuits, pas chers, look mon site, j'arrive pas à le prononcer celui-là, Stringly ou Wix. L'emailing des sociétés françaises, comme le nom l'indique, Sendinblue, c'est une société parisienne concurrente de Mailchimp. Donc, il y a un tas de petits outils très accessibles pour créer ces tunnels de vente et pour faire en sorte de créer des étapes pour passer d'un point à un autre. Donc là, on a vu le marketing au sens trade marketing, marketing opérationnel, inbound marketing, content marketing, digital marketing, appelez-le comme vous voulez, dont l'objectif est d'attirer, d'engager, de convertir des clients. Et je vous propose, là encore, si vous avez des questions, de vous adresser au chat de service pour prendre date, faire une remarque, poser une interrogation ou contester un point, et puis on tâchera
de dérouler tout ça à la fin. Alors, je vous laisse quelques secondes pour taper dans le chat. Ah, c'est dense, je vous l'avais dit. Hein. Je me permets de boire un petit coup pendant que vous tapez. Alors On ça, en arrive. c'est que de l'eau que tu bois, Gabriel. Ouais, c'est de l'eau d'Évian, parce que je suis né à Évian, Marc. Donc, on en arrive au gros du problème. Le gros du problème qui est sans doute le plus négligé, parce que c'est l'endroit où les gens sont le moins à l'aise, parce que c'est un gros mot. On parle de marketing stratégique. Ah, que c'est vilain, que le gros mot que voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marketing stratégique, voilà, c'est le bas, c'est le premier étage de la fusée. C'est celui sans lequel tout ce qui est au-dessus est construit sur du sable. Et c'est souvent construit sur du sable. Donc, on va là lancer son entreprise. Alors, c'est vrai que si je suis une start-up, si je suis un entrepreneur, mais c'est vrai, croyez-moi, pour beaucoup d'entreprises constituées, TPE, PME, ETI, qui, quand on creuse un peu, ce travail n'a jamais été fait, ou il a été fait il y a longtemps, ou il n'a pas été bien fait. Et c'est ce qui fait que derrière, les choses, un peu à l'image de la tour de Pise, partent de travers. Alors, à qui ça s'adresse? Là, je suis au premier niveau où je me pose, je suis dans le côté stratégie, je me pose la question de mon positionnement, des preuves que je peux apporter au marché, de ma valeur ajoutée, de l'adéquation exacte entre mon produit, mon service et mon client idéal, et de la pertinence et de la force de mon message. Parce que si je n'ai pas mis ça en place, comment voulez-vous derrière créer un site internet qui pète, une campagne de pub qui pète, avoir des brochures commerciales ou des PowerPoints pour vos commerciaux qui pètent? Ce n'est pas possible. Il faut commencer par là, il faut accepter de perdre du temps là, et beaucoup parfois, pour en gagner beaucoup ensuite. Et donc, fondamentalement, c'est passé de l'idée, et j'aime bien ce petit bonhomme qui se dit, tiens, si je me mets un pétard dans le dos, un gros pétard dans le dos, et puis 2 ailes en carton, je vais arriver à voler. Mais de l'idée à la précision du projet qui va permettre de décoller, il y a quand même un certain nombre de choses à se poser. Donc, ça, c'est pour qui? Et puis, autre question, c'est pourquoi? Pourquoi il faut se poser ces questions? Pourquoi? Parce que dans cette phase-là, notamment dans les phases entrepreneuriales, on est assailli par trop d'idées. Quand on commence à brainstormer en disant c'est quoi mon marché, c'est quoi mon offre, ça part dans tous les sens. On écoute les uns et les autres, on a l'impression qu'on peut faire tout et son contraire, faire de la vente directe ou de la vente indirecte, du national ou de l'international, de faire de la vente en ligne ou au contraire de faire de la vente au comptoir. Bref, les alternatives sont nombreuses et au final, on est assailli. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de se poser, de réfléchir, d'aller tester. Un autre gros mot, c'est le design thinking, le lean startup, mais ça vaut aussi pour des entreprises constituées, c'est d'aller au contact du marché pour vérifier que j'ai des bonnes raisons. Donc, c'est 3 étapes toutes simples que je vais vous détailler parce que c'est vraiment pour moi l'essentiel du message. Les piliers. Les piliers, c'est quoi? Oui, vous l'avez vu, il n'y a pas une cathédrale qui n'ait pas des piliers solides. Elles sont là depuis des centaines d'années, ces cathédrales, parce qu'elles ont des piliers solides. Et le pilier, c'est qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, vers qui je le fais. C'est se poser toutes ces questions fondamentales à l'intérieur de moi et dans mon rapport de moi à mon marché. Et là, il faut creuser, il faut creuser profond. Une fois que j'ai bien défini ça, je vais pouvoir exprimer ma proposition de valeur à mon client. C'est d'ailleurs lui expliquer comment je vais lui faire gagner de l'argent, lui expliquer comment je vais le faire grandir, lui expliquer comment je vais me mettre à son service, mon produit, mon offre, mes compétences, pour que lui grandisse. Mais si je n'ai pas fait le travail préalable de bien me connaître et de bien connaître mon marché, je n'arriverai jamais à formuler une proposition de valeur suffisante. Et puis derrière, je vais articuler une offre, parce qu'au-delà de la proposition de valeur, qui est un peu une proposition de principe, il va falloir que j'ai une offre. Et cette offre, elle a tout intérêt à diversifier large. Et pourquoi large? Parce qu'il me faut une offre d'entrée de gamme qui va me servir comme aimant à prospect dans mon marketing. Si je n'ai pas quelque chose de pas cher, voire de gratuit, le petit apéritif, le petit pain au chocolat miniature que je vais pouvoir faire goûter à mes clients pour leur donner envie d'y aller, ça va être compliqué de demander à mes clients de franchir une marche financière, de me faire confiance sur un gros montant. Donc, il faut que je réfléchisse à mon offre pour que cette offre soit une gamme, un portfolio et pas simplement un produit sur étagère. Et donc, ces trois niveaux, piliers, proposition de valeur et offre, moi, je les ai décomposés toujours dans une volonté de simplification à l'extrême en une douzaine de concepts, c'est-à-dire 12 petites étapes. Et j'aime bien parce que mes élèves de l'EM me disent c'est super ton truc, c'est le marketing stratégique pour les nuls. Et je prends ça comme
un compliment. Oui, c'est le marketing stratégique pour les nuls. Il y a 12 étapes et on va pas toutes les parcourir, mais je vais vous en parler un petit peu, qui sont très logiques, qui partent vraiment des questions de base et qui vont aller là-haut jusqu'à l'offre et qui vont couvrir l'essentiel. Il n'y a pas tout là-dedans. Il n'y a pas tout. Il y a plein d'autres choses à faire, mais ça couvre l'essentiel des questions que les gens déjà ne se posent pas parce qu'ils ne connaissent pas les questions. Donc, c'est important, c'est de connaître les questions. Et puis, c'est derrière de savoir comment répondre aux questions. Alors, ces 12 étapes, elles sont décrites. Je vous encourage, si vous voulez faire une copie d'écran, c'est le moment. Elles sont décrites et moi, je vais vous parler de 6 d'entre elles. Les trois premières, c'est rédiger le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre quand vous créez une entreprise ou quand vous avez une entreprise constituée, là où vous voulez absolument aller et là où vous voulez absolument pas aller. C'est un peu les limites de l'exercice. Deuxième chose, c'est la vision. La petite phrase, elle est dure à trouver, cette phrase. Moi, j'ai bossé parfois une journée avec une entreprise pour trouver les mots qui vont faire que ça représente précisément ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle veut être et ce qui la connecte de façon unique à ses clients. Et les valeurs. Et là, on est loin du marketing stratégique. Quand je parle des valeurs, c'est mon côté humain et ma croyance que les valeurs doivent être au centre. Quels sont ces principes intangibles que vous voulez remettre en cause et auxquels vous voulez renoncer sous aucun prétexte, que ce soit en interne avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs. Et les 3 autres importants, c'est le ciblage du marché. Ça, c'est le cœur du marketing stratégique, comment je segmente, comment je cible et comment je me positionne. Segmenter, c'est quoi? C'est prendre le monde, le couper en petites boîtes, indépendantes les unes des autres, différentes les unes des autres, avec des besoins différents, et de se dire, une fois que j'ai coupé le monde en petites boîtes, je cible quelle boîte je vais adresser. Et pour bien comprendre ces boîtes, eh bien, j'en reviens au concept dont Questio parlait l'autre jour, ce client idéal. Qui est-il? Comment je peux le décrire pour savoir où le trouver, quoi lui dire, comment le lui dire? Et tant que je n'ai pas fait ce travail, c'est vrai que je peux envoyer mes commerciaux bien loin de cette cible-là, ce qui va dire que ça va être compliqué, ça va être long, ça va être pénible, ça va être coûteux. Et le résultat commercial sera pas au rendez-vous, mais ce n'est pas de la faute du commercial en substance, ça va être parce que je n'ai pas fait ce travail au niveau des fondamentaux. Et comme j'ai une connaissance profonde de mon client idéal, je vais pouvoir derrière articuler un message, mais qui va taper, quoi. Ce message va à la fois l'interpeller, le mettre en confiance, et va lui donner l'envie de poursuivre avec vous. Et pour faire tout ça, parce que c'est bien d'en parler, eh bien moi j'aime bien, c'est les outils, les cartes de mon père, qui vont permettre à chaque étape de savoir non seulement quoi faire, le client idéal, mais comment faire. Alors je vais vous montrer, et on est vraiment en phase avec Questio. On retrouve exactement les mêmes idées. Questio donnait deux dimensions pour le client idéalisé. D'abord, il doit avoir un besoin, irrépressible que vous lui apportiez une solution. Et deuxièmement, vous devez l'adorer, ce client, c'est-à-dire que c'est celui avec lequel c'est le plus facile de faire du business. Et ces 4 petits formats permettent de définir très simplement son client idéal. En haut et à gauche, je vais avoir des données démographiques et des données psychologiques qui vont permettre de cerner mon client idéal, de savoir qui il est, où il est, ce qu'il fait, à quoi il s'intéresse, où est-ce que je peux le trouver. Le deuxième, en haut à droite, c'est le plus important, ce sont ses motivations. Qu'est-ce que mon client idéal, de quoi il souffre à court terme? Quelles sont ses frustrations? Quels sont ses problèmes? Et quels sont ses objectifs et ses désirs dans le court terme? Mais dans le long terme, quelles sont ses peurs? Quelles sont les implications possibles de ces frustrations, de ces souffrances et de ces peurs? Et à l'opposé, quels sont ses rêves et ses aspirations? Parce qu'on est toujours, et on agit pourquoi? On agit parce qu'on cherche à échapper à certaines choses ou on cherche au contraire à atteindre certaines choses. Et quand j'ai bien compris ça, c'est intéressant. Ce que disait Questio l'autre jour, c'est quels sont mes meilleurs clients, ceux avec lesquels ça a été un vrai bonheur de bosser. Ce petit format permet de transformer ça en action. Je fais la liste de mes pires clients, je fais la liste de mes meilleurs clients, nommément, et je cherche à comprendre quelles sont les caractéristiques des pires et quelles sont les caractéristiques des meilleurs pour faire au mieux la synthèse et trouver les 4, 5, 6 caractéristiques de mon client idéal. C'est une grosse société ou c'est une petite? C'est une société tournée vers l'innovation ou pas? C'est une société familiale ou pas? C'est une société dans tel secteur de marché? Bref, je le définis. Et derrière, dernier format, je réfléchis à ce que la devise. Qu'est-ce que les gens veulent le plus? En plus, ils veulent par exemple plus de qualité, plus de clients, plus d'efficacité, ou parfois ils veulent des choses en moins de coûts, moins de problèmes, moins de bugs, moins de clients mécontents. Donc voilà, 2 petites choses très simples. Et ça, c'est tellement instrumenté, et je rejoins Questio également sur ce sujet. C'est intéressant d'en faire un produit. Moi, j'en ai fait un produit tout bête, c'est un cours en ligne qui permet de partager et de parcourir ces différents fondamentaux, des fondations,
Et pourquoi un cours en ligne? Parce que je m'adresse dans ma volonté de mettre à disposition des plus faibles et des moins fortunés ce que j'ai appris dans les grands groupes, c'est de leur donner accès à cette connaissance et à ces modèles de façon très, très simple. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pour développer son entreprise, il faut évidemment s'intéresser aux ventes, il faut évidemment mieux qualifier, mieux développer, mieux conclure, donc maîtriser et notamment maîtriser la vente complexe, ce qui permet d'aller chercher des grosses affaires dans les grands comptes. Mais pour faire ça bien, eh bien, il faut que le marketing soit efficace. Donc, il faut que je sache attirer, engager, convertir des prospects francs en prospects chauds. Et pour ce faire, il faut que je sache et que j'ai structuré une offre qui me permette de les accompagner dans cette découverte. Et fondamentalement, pour faire ça bien, eh bien, il faut que j'ai réfléchi aux fondamentaux de mon entreprise en termes de marketing stratégique, même s'il est pour les nuls, en termes de vision, de mission, de segmentation, de ciblage, de client idéal, de message, de value proposition, j'en passe et des meilleurs. Et ce travail-là, il faut absolument le faire. Alors, je n'ai pas fini, mais, parce que je vais vous parler de deux petites choses encore, mais je vous laisse vous faire griffer par le chat. Et si vous avez des remarques, des questions, en prendre note ici. Et pour conclure, de façon très rapide, quand j'ai il y a l'essentiel, hein, il y a les ventes, le marketing opérationnel, le marketing produit, puis la stratégie de la boîte, mais il y a aussi côté RH, l'organisation et le management. Et c'est vrai que s'il n'y a pas la performance d'équipe, tout ce que l'on vient de dire, si les bonnes pratiques de management ne sont pas là, eh bien, tout ça peut s'écrouler, tout ça peut être réduit à néant. J'ai vu des entreprises qui avaient tout pour réussir, mais qui n'ont pas réussi ou qui ne réussissaient pas autant qu'elles pouvaient parce que les pratiques managériales, les pratiques de leadership n'étaient pas les bonnes. Et j'ai un peu de la même façon que l'on a parlé ici de la déconstruction de la performance commerciale en marketing et en marketing stratégique, je me suis amusé, parce que c'est notre passion, à déconstruire la performance des équipes en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une équipe soit performante. Il faut engager les collaborateurs, il faut les responsabiliser au maximum. On parle d'empowerment en anglais. Et puis, il faut exécuter en communiquant bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour mémoire. Et je parlais d'un deuxième endroit où il fallait être attentif, c'est le système d'information, la performance digitale. Là, le constat, il est cruel. Le constat est cruel. 87% des PME et des ETI n'ont même pas mis la transformation digitale à leur agenda stratégique. 83% ont peur des changements que ça va causer dans l'entreprise. Et pourtant, 76% pensent que c'est fondamental. Et là encore, méthode, outils, une façon d'accompagner les gens dans cette transformation digitale en démystifiant, c'est le nuage de points qui est à gauche, en démystifiant tout ce qu'on peut croire sur le sujet. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais surtout en aidant les gens à se projeter dans l'avenir, avoir une vision du business plan futur, à se projeter sur la réalité de l'entreprise, que ce soit ses dimensions RH, métier, équipe, mais surtout l'objectif de l'entreprise, qui sont des outils de compétitivité, de croissance, d'innovation, de rentabilité, et avec une méthode et des outils structurés, d'arriver à faire une mesure de où on en est aujourd'hui, d'avoir une projection de où je vais en être demain, le point B, et puis d'en sortir un plan d'action sur les priorités stratégiques en termes de transformation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui soit réaliste et qui soit accompagné. Donc, voilà les deux petits commentaires supplémentaires que je voulais faire sur la performance d'équipe et puis la performance digitale. Alors, petit résumé avant d'ouvrir la discussion. Petit résumé, je disais, la performance, c'est bien plus compliqué que ce qu'on imagine. Souvent, on met un emplâtre sur une jambe de bois en disant « je vais former les commerciaux à répondre aux objections ». Le mal, il est profond. Pour le comprendre, il faut regarder de haut et souvent sous une perspective différente. Le problème, il n'est pas simple, il est systémique, il est global et il est pris en compte sur ces 3 dimensions que sont la vente, le marketing et les fondations, le marketing stratégique, sachant qu'il n'y a pas que ça, il ne faut pas oublier les équipes, il ne faut pas oublier le digital pour répondre à la question globalement. Donc, au final, mon conseil face à cette complexité, c'est de se dire il n'y a pas de fatalité. Ce qui est important, c'est que les uns et les autres se posent, réfléchissent aux rochers qui les empêchent d'avancer, réfléchissent aux problèmes prioritaires. Ça peut être les ventes, ça peut être le marketing, ça peut être la stratégie, ça peut être le style de management, pour un pas après l'autre, lever ces roadblocks, lever ces blocages, travailler pour faire en sorte
d'avancer, sachant que moi, je crois qu'on est toujours simplement à un pas du prochain pas et qu'un pas après l'autre, on peut faire un grand chemin. Donc, vous retrouvez ça un peu sur mon site internet pour mémoire. Et puis, je vous encourage, pour ceux qui ne le sont pas déjà, bien à me rejoindre ou à me contacter pour prolonger la discussion. Je ferai sans doute un post sur LinkedIn tout à l'heure pour poursuivre la discussion, donc n'hésitez pas. Ceux qui ne sont pas connectés sur LinkedIn avec moi, je vous invite à le faire avec un petit commentaire, parce que c'est un bon moyen de poursuivre la discussion et de répondre à vos questions. La génération de leads est-elle la responsabilité du marketing et pourquoi? Oui, disons, le marketing est payé pour ça. Après, la génération de leads dans l'entreprise, tout le monde est vendeur et tout le monde est marketeur. Tout le monde doit porter la marque de l'entreprise à l'extérieur. Donc, c'est le marketing qui le met en musique parce que ça demande aujourd'hui pas mal de connaissances et de compétences. Quand on parle d'inbound marketing, quand on parle de marketing digital, quand on parle de scoring, ça devient extrêmement technique et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des formations pour ça. Le son casse a évolué, oui, sans doute. L'éthique est à rajouter, c'est un bon point. C'est vrai que ma présentation date de la semaine dernière, donc il faut que je la mette à jour, mais c'est un bon point, je le note. Sachant que pour moi, ce sont des petits outils utiles, mais ce n'est pas forcément le cœur du sujet. Faire un go-no-go, je ne suis pas pour, je suis très pour. Ça me paraît fondamental de faire un go-no-go sur les projets et de se poser la question avant d'investir du temps, des ressources, de l'énergie, de l'avant-vente, du consulting. Oui, de se dire est-ce qu'on a des chances de gagner, notamment sur les appels d'offres. Je décourage toujours les gens à répondre aux appels d'offres s'ils n'ont pas été impliqués sur les appels d'offres en amont, parce que l'appel d'offres, il était fait par d'autres. Donc, la probabilité de gagner un appel d'offres, elle est extrêmement faible si on n'a pas été impliqué en amont. La volonté de cette conférence, c'était d'ouvrir les chakras, c'était d'ouvrir les possibles, de dire ne prenons pas le problème par le petit bout de la lorgnette. Le problème, il est global et souvent, il n'est pas là où on pense. Le nombre de fois où on m'a demandé d'intervenir pour renforcer les compétences, le savoir-faire des commerciaux, mieux les armer pour attaquer les grands comptes, pour faire de la vente stratégique, complexe, et où au final, on s'aperçoit que ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas clair, c'est le positionnement de l'entreprise, c'est sa vision stratégique, c'est son ciblage en termes de marché, c'est la qualité de son marketing. C'est fréquent. C'est plus fréquent qu'on l'imagine. Donc, voilà, l'idée, c'est ce warning de se dire où est le problème, où sont les problèmes. Après, il y en a pour une vie à adresser tout ça, on est bien clair. Donc, après, c'est de trouver la priorité et c'est un peu comme l'éléphant que je disais tout à l'heure, c'est une bouchée après l'autre, essayer de régler les problèmes de façon pratique en passant à l'action, un petit pas après l'autre dans la bonne direction. Ouais, moi, je pense, je vais répondre non pas à la place de Gabriel, mais je vais compléter puisqu'on a travaillé ensemble et j'ai fait toute ma vie de vente avant de changer complètement de métier il y a 4 ans. C'est vrai que toutes ces techniques sont super. Il faut les appliquer. C'est vrai que c'est se poser les bonnes questions à chaque étape et ça, c'est important et c'est primordial. Et même si on le fait sans trop respecter un modèle, si au moins on passe toutes les étapes, c'est quand même le principal. Par contre, la dernière question là, que je lis de Thierry, c'est vraiment la partie la plus cruciale. C'est comment accéder, c'est encore plus vrai avec le digital et tout ce qui nous tombe dessus, et comment accéder à son client, comment le cibler, sur quel message, quel outil, etc. Parce que quand on a un message clair, un bon produit, enfin tout le reste, bah, ça reste encore à faire et c'est ça qui est très très important. Voilà. Je te laisse, Gabriel, prendre la suite. Non, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de social selling, on parle de signaux faibles. Les techniques un peu brutes ont changé. Je parlais de pêche tout à l'heure. C'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est d'abord de créer de la visibilité, du lien, de la crédibilité, d'apporter de la valeur par des signaux faibles dans les bons forums. LinkedIn, dans le B2B, est un bon moyen. Marc, dans le vin, c'est vrai que ce n'est pas sous LinkedIn que tu vas trouver, mais tu as sans doute des forums, tu as sans doute des lieux où tu vas pouvoir aller chercher tes clients, tes distributeurs, tes cavistes, etc. Donc, il faut vraiment se poser la question. Et plutôt que chasser, c'est vrai que moi, j'aime bien cette idée de pêcher, pas de pêcher au chalut en ratissant les fonds, en arrachant tout sur son passage, mais de pêcher à la mouche, de privilégier la qualité à la quantité.
en faisant en sorte d'attirer les gens vers soi et de leur donner envie d'en savoir plus, leur donner envie de goûter ton vin, leur donner envie parce que tu racontes une histoire, parce que tu ne vends pas simplement du vin, mais tu expliques ton parcours de vie, tu expliques ta vision et ta mission sur Terre, tu expliques pourquoi tu as laissé tomber l'informatique pour te retrouver dans un domaine du côté d'Avignon, en changeant profondément de vie, de valeurs. Voilà, c'est ça que les gens achètent. Quand je raconte le vin, pourquoi je le fais, comment je le fais, les gens ont envie de le boire et bizarrement, il est meilleur parce qu'il y a une histoire derrière. Alors que si on pose un verre de vin sur la table sans le contextualiser, ce verre de vin, il sera bon, mais il ne sera jamais aussi excellent, il ne sera pas un souvenir impérissable. Et ce storytelling que tu fais merveilleusement, Marc, c'est ça qui fait la différence. Thierry dit, idem pour LinkedIn, le prospect accepte l'invitation, mais ne répond pas aux questions. Oui, c'est vrai, mais moi, ce qui me tue sur LinkedIn, c'est de recevoir tous les jours des vagues d'invitations sans contexte, sans un message, sans un mot. Voilà, les gens, j'aimerais me connecter avec vous. Pourquoi Pour te vendre quelque chose. mais c'est ça qui est quand même le fait de ne même pas expliquer, le fait de ne même pas prendre 30 secondes de son temps pour mettre un petit message sur LinkedIn en disant voilà, j'aimerais rentrer en contact avec vous parce que nous sommes sur le même marché, parce que j'ai lu quelque chose que vous avez produit qui m'intéresse, parce que j'ai peut-être un service à vous proposer. Mais si je n'ai pas déjà ce courage-là, ça veut dire que je fais de la quantité, j'envoie des invites sans commentaire. Et c'est à moi qui reçois l'invite de faire l'effort, d'aller voir le profil de la personne, voir si elle est intéressante ou pas pour moi. Donc, j'ai tendance à les négliger. Il est rare que je réponde à des invitations sur LinkedIn qui ne sont pas contextualisées, où il n'y a pas un message, où les gens ne m'expliquent pas pourquoi ils veulent rentrer en contact avec moi. Oui, mais cette chasse à la quantité, ça oblige soit à accepter tout le monde, soit à refuser tout le monde. Et quelque part, tu gâches ton réseau. LinkedIn, c'est quand même un réseau qui, au départ, est un audit de qualité professionnelle. Et soit tu refuses, soit tu acceptes tout le monde, mais c'est clair. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui privilégient la quantité. Il y en a, ils ont saturé leur réseau LinkedIn. Ils ne peuvent même plus accepter d'invitation. Gabriel souligne également, c'est important de donner un contexte et les raisons au départ, parce que ça permet d'ancrer et de fortifier l'offre qui ensuite sera faite. On explique d'où elle vient. Alors après ça, storytelling, storytelling, c'est effectivement un jeu de mots anglais, mais après ça, c'est tout à fait vrai. Et quelque part, de le fait d'accrocher les gens par une histoire et non pas par un pitch commercial agressif, la plupart du temps, on joue sur des émotions qui après ça restent. Et quelques années plus tard, le gars dira, bah oui, c'est vrai, tu es rentré ici, tu m'as parlé de jardinage ou de déforestation, et ça m'a interpellé. Et après ça, on est passé totalement à autre chose. Pour moi, c'est important, c'est de marquer la différence et d'avoir un angle qui soit pertinent et qui permette après ça d'ouvrir la conversation avec le client ou le correspondant. Et c'est pour ça que moi, je fais toujours travailler les gens sur leurs valeurs, sur leur vision, mais personnelle, sur le sens de leur vie. Parce que c'est là où on va pouvoir ancrer son projet professionnel dans la réalité de ses émotions et de sa vocation. Il y a une chose que je voulais juste souligner. Tu as raison quand tu parles de storytelling, d'émotion, etc. Moi, ce que j'enseigne à mes élèves en vente complexe à la CCI Paris et Sub de Vente. Aujourd'hui, plus de 85% des argumentaires de vente des sociétés sont tournés produits. Le professeur Christian Rogna, un neurologue, psychologue américain qui a enseigné à Harvard, lui dit que 92% des décisions sont faites sur l'émotion. Autrement dit, on bâtit 85% des argumentaires commerciaux, des démarches commerciales, du marketing d'entreprise, etc., sur le cerveau gauche. Or, c'est le cerveau droit qui prend la décision. Souvent, la décision est prise aussi sur une base analytique et le cerveau gauche, mais c'est le cerveau droit, l'émotion, l'empathie qui fait la vente. C'est à méditer. Oui, tout à fait. Parfaitement raison. C'est vrai et aussi l'intérêt personnel des gens, c'est-à-dire ce que ça veut dire pour moi de choisir ce fournisseur plutôt que tel autre. Je donne un exemple que j'ai bien donné. J'ai des gens qui ont choisi parfois le service que je proposais parce que ça leur permettait de rester à Lyon, alors que l'autre solution les aurait peut-être obligés à se relocaliser. Donc, on ne parle pas des spécifications du produit, on parle de l'opportunité de rester à Lyon où j'ai ma famille, mes amis, plutôt que de devoir déménager. Quand vous cherchez, pour faire le parallèle sur d'autres choses, quand vous cherchez à séduire ou quand vous cherchez à draguer,
vous n'allez pas directement à chercher à vendre. Enfin, quand on est sur une relation, on cherche à attirer. On ne cherche pas à aller directement vendre, proposer quelque chose, mais on cherche plutôt à attirer. Donc, la relation doit se bâtir avec différentes étapes. Comme l'a expliqué Gabriel, il l'a très bien expliqué, il y a différentes étapes dans le processus et on ne va pas directement brûler toutes les étapes, sinon on va prendre un râteau. Mais c'est vrai que ces évidences sont malheureusement souvent oubliées et que face à la complexité du problème, on vient apporter des micro-solutions plutôt qu'essayer d'analyser la situation d'un point de vue systémique pour apporter dans le bon ordre les bonnes solutions. Oui, et c'est pour ça que dans cette phase du marketing, il y a cette phase d'amorce, cette phase de développement de l'intimité, parce qu'il faut du temps. Pourquoi les gens me feraient confiance? Ils n'ont jamais entendu parler de moi, ils ne me connaissent pas, je sors de nulle part. Pourquoi ils confieraient leur avenir, leur futur, leur business à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Tant que je n'ai pas créé une relation de confiance, c'est la confiance qui est vraiment à la pierre angulaire, le risque est énorme. Je le disais tout à l'heure, la perception du risque, c'est ça qui va freiner la décision et qui va faire que les gens vont vivre avec leurs problèmes plutôt que confier la solution à quelqu'un. D'autres questions, remarques? Ma question tout à l'heure concernant le lead generation était la gestion des opportunités. Pour moi, clairement, effectivement, et vous avez bien répondu, merci. Le marketing peut le centraliser. Par contre, je pense aussi que les commerciaux ont un rôle essentiel. Parce qu'en général, les leads, pour une bonne partie, viennent de nos clients ou des confrères que l'on peut rencontrer sur les salons ou dans les forums et des choses comme celle-là. Et pour moi, c'est essentiel. Et la qualité de l'écoute que vous avez remis en valeur tout à l'heure est primordiale dans l'obtention d'informations et après ça, bien évidemment, l'optimisation de la relation. C'est vrai, et ça prêche tout à fait pour ce que je crois, c'est-à-dire de ne pas siloter les choses. J'ai vu beaucoup d'entreprises où le marketing et les ventes se tirent la bourre, sont en conflit permanent. Le marketing dit aux ventes, bande de nuls, on vous file des leads, vous les pourrissez, vous ne savez pas transformer, donc on bosse pour rien, vous êtes vraiment mauvais commercialement. Et les commerciaux disent au marketing, bande de nuls, les leads que vous nous envoyez sont pourris, ce n'est pas les bons, il n'y en a pas assez. Non, travaillons ensemble, et c'est vrai que l'information, elle vient de toutes parts. Et les outils digitaux dont on parle, les outils de CRM, les outils de relations clients, tous ces signaux faibles, il faut arriver à capitaliser, il faut arriver à ce que l'information remonte pour mieux comprendre son client, savoir qui il est, de quoi il souffre, ce qu'il veut faire. Je reviens à ses peurs et à ses aspirations. Et les commerciaux sont aux premières loges. Mais pas que, les avant-ventes, les consultants, les gens du support, l'information, il faut aller la chercher là où elle est. Et ce n'est pas le marketing tout seul dans son bureau qui va inventer la présentation magique. Donc, c'est vraiment le collaboratif. Et c'est pour ça que les modes de management sont fondamentaux aussi. Parce que si le mode de management n'encourage pas l'intelligence collective, n'encourage pas le partage d'informations, ça va être difficile à réaliser. Gabriel, tout ce que vous expliquez est super pertinent et bravo à vous encore. Merci, Émeric. Moi, je travaille à l'international et on a beaucoup de points communs, vous et moi, parce que j'ai travaillé également aux États-Unis, etc. Et j'aimerais vous entendre sur les nuances culturelles que l'internationalisation peut apporter dans le schéma que vous venez de décrire. L'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis. Des variantes ou des leviers plus forts dans certains pays. C'est vrai que j'ai fait du business dans une vingtaine de pays, Asie du Sud-Est, Russie, Amérique du Sud, États-Unis. Les relations humaines, c'est ça qui est différent, la culture. Je me souviens en Asie, m'être profondément trompé parce que j'ai insulté certains de mes clients et notamment distributeurs que j'avais parce que je suis passé en force. J'ai court-circuité des gens pour aller directement. C'est un petit exemple, je le raconte vite fait. On avait un distributeur à Hong Kong qui vendait chez un opérateur télécom, et puis ça n'avançait pas. Et moi, en bon commercial bourrin, je me suis dit, attends, s'il n'arrive pas à prendre ce rendez-vous, je vais le prendre. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé le CTO de l'opérateur télécom. J'ai pris rendez-vous, j'ai sauté dans un avion, je suis allé à Hong Kong, j'ai fait le rendez-vous, je suis revenu, ça a été un aller-retour de 48 heures. J'étais super fier de moi en me disant, voilà, j'ai débloqué le problème.
Sauf que mon partenaire, il a failli se faire harakiri. Il a été honteux que je ne lui fasse pas confiance. Il a été déshonoré face à son client. Il a été déshonoré face à son patron. Il m'a fallu un temps considérable pour reconstruire avec lui en m'excusant confusément de ne pas connaître sa culture. Donc, c'est vrai que c'est très différent. Les fondamentaux sont les mêmes. Pour moi, les fondamentaux sont finalement toujours un peu les mêmes. Et même quand on parle, j'ai fait des conférences sur génération X, Y, Z, je pense qu'il y a des différences, il y a des nuances, mais les fondamentaux restent basiquement les mêmes. Après, si je parle des États-Unis, c'est vrai que les commerciaux sont considérés avec beaucoup de respect. C'est vraiment le job dont on rêve. On gagne beaucoup d'argent, on a un poids dans l'entreprise colossal, on influence. La première fois où j'ai dit non à un commercial, j'étais en charge de la roadmap aux États-Unis suite au rachat de la boîte dans laquelle je bossais à Lyon par une boîte américaine. Et je gérais la roadmap. Donc, on avait fait la fusion des deux roadmaps, la leur et la nôtre, un nouveau produit, c'était génial. Et puis, j'ai un commercial qui vient et dit ouais, je suis une affaire stratégique, c'est super important, donc il faut qu'on dise oui au client. Et j'analyse, je dis non. C'est pas en phase avec la roadmap, donc non, on va pas le faire. Mais 5 minutes après, j'avais le CEO de la boîte qui m'appelait pour me dire on dit pas non aux commerciaux, on dit pas non au business. En tout cas, on dit pas non en 5 minutes. On prend le temps d'analyser les choses, on se pose la question est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une entorse à la roadmap? Donc, en France, non, en France, ils sont vraiment mal considérés, quoi. Et même moi, quand j'ai fait Centrale Lille et quand j'ai dit à ma mère que j'allais être commercial chez Texas Instruments, quoi, tu es fait représentant de commerce après les études qu'on t'a payées? Mais oui, c'est quelque part, c'est pas la voie royale aux États-Unis, c'est la voie royale, quoi. Parce que les gens travaillent à haut niveau. S'ils n'ont pas de complexe à aller taper en haut, aller jouer au golf avec le CEO de la boîte, il y a vraiment une différence culturelle dans l'appréciation du métier de commercial, quoi. Et c'est beaucoup plus instrumentalisé. Et quand je me suis occupé de formation commerciale chez Sun aux US, c'est vrai que j'ai appris que voilà, ils ont des outils. C'est pas que de la philosophie, de la culture. Il y a des outils. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement et que j'ai essayé de généraliser à d'autres domaines en les collectionnant. Je ne sais pas si, Émeric, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, c'est intéressant, on pourrait discuter des heures, mais c'est vrai, hein. Puis après ça, moi, je fais la différence aussi entre un commercial et un vendeur. Un vendeur, il vend. Le commercial, il gère. Il réfléchit, il gère son PNL. Et c'est toute cette dimension-là, mais c'est passionnant, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Je vois Benoît qui a mis MQL SQL. Petit commentaire, MQL SQL, Benoît? C'était pour revenir sur la qualification des leads entre le marketing et les ventes, les sales. Donc, les marketing qualified leads et les sales qualified leads. La différenciation entre les deux. Généralement, les leads arrivent du marketing ne sont pas forcément rentrés de suite dans le CRM. Alors aujourd'hui, de plus en plus intégrés, mais ça permet de distinguer, dans le cadre des étapes, de voir derrière un pourcentage de réussite, de transformation et de suivre et d'analyser tout ceci. Absolument. C'est vrai que c'est important. Et moi, j'ai bien distingué les deux. Il y a le marketing ready. Il y a des leads qui sont appréciés ou considérés comme des leads par le marketing. Ils sont transmis aux ventes. Et c'est pour ça que dans les ventes, je remets cette phase de qualification. Parce que sur les 100 leads que le marketing me transmet, je vais peut-être en garder que 80 ou que 70. Et le fait de mesurer, comme je le disais, avec les bons outils, et notamment le CRM, les taux de transformation de ce qui passe du marketing aux ventes, de ce qui passe de la qualif des ventes au développement, du développement au closing, du closing au contrat, ça va me permettre de voir cette taux de transformation, de voir là où ça pêche. Si mon taux de transformation entre marketing ready, sales ready, c'est 50%, je veux dire, j'ai peut-être un problème au niveau de mon marketing. Je ne vais pas chercher les bons clients, ce n'est pas bon, quoi. Donc, c'est important de mesurer. Et c'est vrai que le fait de mettre en place des outils de CRM, c'est fondamentalement important pour être capable de le faire, parce qu'on ne peut pas toujours faire ça avec Excel. On commence par Excel. Je suis un fan d'Excel, et j'ai fait beaucoup de CRM à la mode Excel. Et aujourd'hui, dans la mesure où je suis tout seul, je n'ai pas d'outil de CRM, mais j'en sens le manque. C'est important.